Pourquoi tout le monde s'arrache soudain l'Afrique de l'Ouest? Cette semaine, la région a connu un véritable séisme diplomatique. Au Burkina Faso, le ministre des Affaires étrangères se tenait à Moscou pour signer un accord historique avec la Russie, un document pesé, négocié mot à mot pendant des mois, loin des habituels effets d'annonce. Pas un simple geste symbolique, mais une alliance solide qui rebat totalement les cartes du jeu géopolitique dans la région. Pendant ce temps, à Ouagadougou, la délégation de l'Union européenne tentait, elle aussi, de raviver la flamme, promettant une nouvelle approche, une soi-disant égalité dans les partenariats. Mais le timing parle de lui-même. Pendant que l'UE arrive avec des promesses, la Russie, elle, repart avec un contrat en poche. C'est toute la dynamique des alliances qui bascule, en direct, sous nos yeux. Mais ce n'est pas tout. Au nord du Nigeria, la tension monte également. Derrière les discours officiels sur la sécurité ou la liberté religieuse, c'est une bataille acharnée qui se joue pour le contrôle des ressources stratégiques. Les États-Unis s'inquiètent ouvertement des investissements miniers chinois, soupçonnant même un financement occulte de groupes armés. Et pendant que la Chine, la Russie, l'Europe et les États-Unis s'affrontent en coulisses, les populations locales, elles, restent marginalisées, spectatrices impuissantes de décisions prises ailleurs. On nous parle de souveraineté, mais qui décide vraiment? Les élites locales semblent plus préoccupées par leur maintien au pouvoir que par l'intérêt du peuple. L'avenir économique, la stabilité politique et même l'unité nationale de pays comme le Nigeria sont aujourd'hui menacés par ces luttes d'influence étrangère. Voyons d'abord comment ce basculement s'est opéré en quelques jours à peine. Comment le Burkina Faso est-il passé de la dépendance à l'Occident à un partenariat stratégique avec la Russie? Ce bouleversement, qui semblait encore improbable il y a quelques années, s'est concrétisé le 12 février 2020 avec la signature d'un accord historique entre Ouagadougou et Moscou. Mais attention, rien n'a été improvisé. Ce rapprochement est le fruit de longs mois de négociations, de tractations discrètes, d'un patient travail diplomatique dans l'ombre, alors que l'Europe et les États-Unis, jadis omniprésents, voyaient déjà leur influence s'effriter. Pour bien comprendre l'ampleur du changement, il faut revenir à la veille de cet accord. L'Union européenne, sentant le vent tourner, a tenté de s'inviter à la table avec une proposition de nouveau partenariat. Des promesses, surtout, mais peu de concret. Les offres européennes, longtemps considérées comme incontournables, paraissent soudain dépassées, presque déconnectées des réalités et des besoins locaux. Le contraste est frappant. D'un côté, la Russie arrive avec un contrat solide, précis, qui engage réellement les deux parties. De l'autre, l'UE multiplie les promesses floues, sans véritable contrepartie immédiate. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement un changement de partenaire, mais un vrai changement de paradigme. Les anciennes puissances, qui dictaient autrefois le tempo, perdent la main face à de nouveaux acteurs qui n'hésitent pas à avancer leurs pions de façon directe et assumée. Le Burkina Faso n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il cristallise cette bascule qui secoue toute l'Afrique de l'Ouest. Les cartes sont totalement rebattues, les alliances traditionnelles se fissurent, et de nouveaux équilibres se dessinent sous nos yeux. Derrière ce balai géopolitique, il ne faut pas se tromper sur l'enjeu réel. Il ne s'agit ni de souveraineté retrouvée, ni de prospérité partagée. Les puissances étrangères, qu'elles soient russes, chinoises ou occidentales, ne se battent pas pour les intérêts des populations locales, mais pour s'approprier les ressources stratégiques du sous-sol. Au Burkina Faso comme ailleurs, l'or, les métaux rares, l'uranium ou le pétrole sont les vraies monnaies d'échange. Les dirigeants locaux, eux, semblent plus préoccupés par la préservation de leur pouvoir que par la défense de l'intérêt général. Beaucoup ferment les yeux, d'autres pactisent, parfois même avec ceux qui exploitent leur propre pays, laissant la porte ouverte à toutes les dérives. Le risque est immense. À force de perdre leur influence, les anciennes puissances s'exposent à un isolement croissant, tandis que les pays africains eux-mêmes risquent de voir leur avenir se jouer sans eux, entre des mains étrangères, si leurs élites ne parviennent pas à reprendre la main. L'instabilité, l'explosion des conflits locaux, la fragmentation politique, tout cela menace la stabilité, la souveraineté et parfois même
l'unité nationale. Mais ce déplacement des alliances ne se limite pas au Burkina Faso. Il touche déjà l'ensemble de la région, et le Nigeria, géant démographique et économique de l'Afrique de l'Ouest, n'est pas épargné. C'est là que les tensions entre grandes puissances prennent une toute autre dimension. Pourquoi le nord du Nigeria suscite-t-il autant de convoitises internationales? Cette simple question révèle le cœur d'un affrontement beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît. Officiellement, on parle de lutte contre le terrorisme, de coopération économique et de partenariat pour le développement. Mais si l'on gratte un peu, on découvre une toute autre réalité, celle d'un véritable bras de fer pour le contrôle des ressources stratégiques, enfouies dans le sous-sol du nord nigérian. Depuis quelques années, la région est sur toutes les lèvres, non pas pour son potentiel agricole ou sa richesse culturelle, mais pour l'or, l'uranium et surtout les terres rares qui y dorment encore. Ces métaux rares, essentiels à la fabrication des technologies de demain, batteries, téléphones, intelligence artificielle ou encore armement de pointe, attisent toutes les convoitises. Et, soyons clairs, ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie n'ont l'intention de laisser ce trésor leur échapper. D'un côté, Washington accuse frontalement Pékin de financer des groupes armés locaux pour s'assurer un accès discret, mais efficace, à ces précieuses ressources. Il s'agirait, selon certaines sources américaines, d'un vaste système d'exploitation illégale, orchestré depuis l'ombre, qui profiterait de l'instabilité chronique du nord nigérian. Mais attention, à ce stade, il ne s'agit que d'allégations. Rien n'est confirmé officiellement. La Chine, de son côté, dément catégoriquement, dénonçant des rumeurs sans fondement et une campagne de désinformation orchestrée par ses rivaux. Cependant, cette guerre des mots cache une réalité géopolitique bien plus tendue. Le nord du Nigeria, il faut le rappeler, fait partie du Sahel. Une vaste bande sahélienne qui, depuis la chute de la Libye en 2011, s'est progressivement affranchie de la tutelle occidentale. L'influence française et américaine, historiquement dominante, recule à vue d'œil au profit de nouveaux acteurs, plus agressifs, plus rapides et souvent moins regardants sur les méthodes. La Russie et la Chine avancent leurs pions, profitant du vide laissé par les Occidentaux chassés du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Face à cette percée, les États-Unis refusent de perdre davantage de terrain. Incapables de maintenir une présence militaire solide dans le reste du Sahel, ils voient dans le nord du Nigeria une pièce de rechange stratégique, une nouvelle base arrière pour contrer l'expansion de la Chine dans la région. La preuve ? Washington vient de présenter un projet de loi pour intensifier la coopération sécuritaire et minière avec Abuja, l'objectif avoué étant de repousser les intérêts chinois et de reprendre le contrôle sur l'exploitation des minerais stratégiques. Et pendant que les grandes puissances s'affrontent dans l'ombre, la population locale, elle, reste largement à l'écart de ces enjeux. Beaucoup d'habitants, et même certains responsables, ignorent la véritable valeur de leur sous-sol. Traditionnellement obsédée par le pétrole du Sud, la classe dirigeante nigériane a longtemps négligé les richesses minérales du Nord. Or, les États-Unis comme la Chine savent très bien ce qui est enfoui là-dessous. Pour eux, chaque gramme d'or, chaque once d'uranium ou chaque kilo de terres rares peut faire basculer l'équilibre technologique mondial. Mais ce jeu dangereux comporte un risque majeur, l'instrumentalisation des tensions locales. Sous couvert de lutte contre le banditisme ou l'extrémisme, les grandes puissances pourraient être tentées d'attiser les conflits intercommunautaires pour mieux s'assurer le contrôle des mines. Le risque d'escalade est réel. Plus la compétition s'intensifie, plus les fractures sociales et politiques s'aggravent, mettant en péril la stabilité et même l'unité du Nigeria. Ce qui se joue ici, c'est donc bien plus qu'une simple rivalité entre puissances étrangères, c'est l'avenir d'un pays tout entier, et par ricochet, celui de toute l'Afrique de l'Ouest, qui est suspendu à cette bataille feutrée pour le contrôle du nord nigérian. Mais pourquoi ce basculement et cette fébrilité soudaine ? Voyons comment la recomposition du pouvoir en Afrique de l'Ouest bouleverse les stratégies américaines et européennes. Le Nigeria peut-il résister à la pression, ou est-il déjà le prochain domino ? C'est la question cruciale que tout le monde se pose, alors que la carte géopolitique de l'Afrique de l'Ouest se redessine sous nos yeux. Depuis l'expulsion de la France et des États-Unis du Niger, du Mali et du Burkina Faso,
un vide s'est créé, vite comblé par la Russie et la Chine. Ces deux puissances avancent leurs pions à une vitesse fulgurante, capitalisant sur chaque recul occidental. Désormais, le Nigeria, isolé au sud de cette nouvelle zone d'influence, se retrouve dans la ligne de mire de toutes les ambitions étrangères. Il faut comprendre pourquoi cette région est devenue aussi stratégique. Le Sahel, et en particulier le nord du Nigeria, regorge de richesses insoupçonnées, minerais rares, hydrocarbures, terres agricoles. Ce sont ces ressources qui, davantage que la rhétorique sur la souveraineté ou le développement des peuples, attisent la convoitise des grandes puissances. Les Occidentaux tentent de reprendre pied, multipliant les délégations et les promesses, mais le rapport de force n'est plus le même. Ce qui a vraiment surpris l'Occident, c'est la facilité déconcertante avec laquelle Moscou et Pékin se sont installés, là où Paris et Washington dominaient sans partage il y a encore quelques années. Et maintenant, c'est le Nigeria qui devient le centre de toutes les attentions. L'option de maintenir une présence militaire dans le Sahel n'étant plus possible, les États-Unis et leurs alliés cherchent à s'appuyer sur Abuja pour surveiller et influencer la région. Mais ce déplacement du grand jeu met le Nigeria dans une position extraordinairement précaire. D'abord parce que le gouvernement nigérian, affaibli sur le plan diplomatique, n'a quasiment plus de marge de manœuvre. Il est prêt à collaborer avec Washington pour ne pas perdre le peu de soutien stratégique qu'il lui reste. Mais à quel prix? À force de céder aux demandes extérieures, le risque est grand de voir la souveraineté nationale se dissoudre un peu plus. En réalité, ce n'est pas seulement l'indépendance qui est en danger, mais l'unité même du Nigeria. Le nord du pays, riche en ressources mais largement méconnu du grand public, attire toutes les convoitises. Pourtant, en raison d'un système fédéral qui centralise les recettes et désincite à l'exploration locale, ni les populations, ni même la plupart des dirigeants ne savent vraiment ce que recèle leur propre sous-sol. Pendant ce temps, ce sont les puissances extérieures, et non les Nigérians eux-mêmes, qui connaissent la vraie valeur de ces territoires. Et elles se préparent à se les disputer, quitte à attiser les tensions internes pour mieux avancer leurs intérêts. Le scénario qui se profile est préoccupant. Un Nigeria de plus en plus dépendant des puissances étrangères, incapable d'imposer ses choix, et vulnérable à une fragmentation selon des lignes religieuses et ethniques. Déjà, on observe une déconnexion inquiétante entre la population et ses dirigeants. Les grandes décisions sur l'avenir du pays, celles qui engagent les ressources, la politique étrangère, la sécurité, se prennent sans consultation réelle du peuple. Les élites, plus occupées à conserver leurs privilèges, n'offrent guère d'alternatives crédibles face à la pression combinée des Russes, des Chinois et des Occidentaux. Le risque est donc double. Non seulement le Nigeria pourrait perdre le contrôle sur ses richesses stratégiques, mais il pourrait aussi sombrer dans une instabilité durable qui menacerait l'ensemble de la région. La fragmentation le long de lignes religieuses ou ethniques n'est plus un tabou, surtout dans un contexte où les fractures internes sont exacerbées par les jeux d'influence extérieure. Avec une élection présidentielle prévue l'an prochain, chaque manœuvre des puissances étrangères peut désormais avoir des conséquences directes sur la stabilité du pays. En somme, ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas seulement un affrontement classique entre puissances. C'est l'avenir même de la souveraineté, de l'économie et de l'unité des États d'Afrique de l'Ouest, et surtout du Nigeria, qui se trouve sur la ligne de front. Mais alors, face à cette situation explosive, quels enseignements tirer pour les citoyens et les décideurs africains? L'indépendance proclamée est-elle un leurre sans contrôle effectif des ressources? Voilà la vraie question. Parce qu'on parle beaucoup de souveraineté, d'indépendance, de destin africain à reprendre en main. Mais tant que les richesses du sous-sol échappent aux citoyens et que les décisions se prennent ailleurs, tout cela ne reste que des mots vides. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria, au Burkina Faso, ou ailleurs en Afrique de l'Ouest. Le pétrole, le gaz, l'or, le lithium et autres minerais rares sont convoités par des puissances étrangères qui avancent leurs pions au gré des changements d'alliance. On passe des mains de Paris à celles de Moscou ou de Pékin, mais sur le terrain, c'est toujours la même chose. La majorité de la population ne voit jamais la couleur des bénéfices. Alors, comment éviter de répéter les mêmes erreurs?
comment défendre vraiment l'intérêt des peuples africains face à cette bataille géopolitique qui se joue sans eux, ou pire, contre eux. La première étape, c'est la connaissance et la valorisation de ses propres ressources. Encore aujourd'hui, beaucoup de Nigérians, par exemple, ignorent l'étendue des richesses enfouies dans le nord du pays. Ce sont les grandes puissances qui savent, qui cartographient, qui planifient, pendant que le citoyen, lui, ne sait même pas ce qui appartient à sa terre. Il est urgent de renverser cette logique, que chaque nation connaisse précisément ce qu'elle possède, que la société civile s'empare de la question, que les médias et les chercheurs rendent publiques les informations sur le sous-sol, sur les contrats, sur les exportations. Un peuple informé, c'est un peuple qui peut exiger des comptes. Ensuite, il faut une gouvernance qui ne soit pas obsédée par le maintien au pouvoir, mais par l'intérêt général. Aujourd'hui, beaucoup de dirigeants préfèrent céder les clés du pays à des puissances étrangères tant qu'ils gardent leurs privilèges. Ils sont prêts à sacrifier l'avenir de millions de personnes, à accepter des conditions iniques sur l'extraction minière ou pétrolière, juste pour garantir leur survie politique. Or, sans une gouvernance transparente, sans mécanisme de contrôle efficace, sans implication réelle de la société, ces schémas de dépendance ne feront que se répéter. Il ne suffit pas de changer de partenaire ou de drapeau, il faut changer de logique. Et cette transformation commence par la mobilisation de la société civile. Les populations ne peuvent plus se contenter d'être de simples spectateurs, ni d'avaler les discours officiels sans questionner. Il faut exiger la transparence, sur les revenus, sur les accords, sur la gestion des fonds publics. Il faut s'organiser, se former, débattre, interpeller élus et responsables, et ne pas se laisser enfermer dans des divisions artificielles entretenues par ceux qui profitent du chaos. L'éducation joue ici un rôle clé. Comprendre les véritables enjeux, ce n'est pas seulement une question de patriotisme, c'est une question de survie collective. Si cette génération ne se forme pas, si elle ne prend pas en main la connaissance de ses ressources et la défense de ses droits, le risque est immense. Voir l'histoire se répéter, voir les populations dépossédées de leur avenir, alors que les bénéfices de la terre nourrissent d'autres continents et entretiennent la misère locale. C'est maintenant qu'il faut refuser d'être prisonnier des schémas hérités. Maintenant qu'il faut réclamer un vrai contrôle des ressources, pas seulement pour une poignée, mais pour l'ensemble de la population. Car si rien ne change, c'est toute la stabilité, toute l'économie, toute l'unité nationale qui sont menacées, voire la survie même du pays tel qu'on le connaît. L'Afrique de l'Ouest est à la croisée des chemins. Alors, en conclusion, que reste-t-il à faire face à cette nouvelle bataille pour l'Afrique de l'Ouest? Les cartes sont, encore, entre vos mains. Face à ce basculement historique qui s'opère sous nos yeux, il est facile de croire que tout est déjà joué, que les grandes puissances étrangères, qu'elles s'appellent Russie, Chine, États-Unis ou France, dicteront l'avenir du Burkina Faso, du Nigeria et de toute l'Afrique de l'Ouest sans même qu'on ait voix au chapitre. Mais il ne faut pas s'y tromper. L'avenir n'est pas encore scellé. Ce qui se joue aujourd'hui dans la région ne se limite pas à des accords diplomatiques ou à des manœuvres militaires lointaines. Il s'agit bien de la vie quotidienne de millions de personnes, de la stabilité de familles entières et du destin collectif de peuples entiers. Ce serait une erreur de penser que le vrai débat tourne autour de la souveraineté ou du développement tant vanté par les élites. En réalité, ce sont les ressources stratégiques, pétrole, uranium, or, qui attisent toutes les convoitises. Pendant que les puissances étrangères se livrent une guerre d'influence sans merci, nos dirigeants élus ou autoproclamés préfèrent souvent préserver leur place au sommet, quitte à sacrifier l'intérêt général sur l'autel de leur propre survie politique. Le peuple, lui, reste spectateur, parfois complice, souvent impuissant. Et c'est là que réside le véritable danger. Rester passif, c'est ouvrir la porte à ceux qui décident pour nous, à ceux qui découpent les frontières sans jamais consulter les premiers concernés. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria. Les tensions religieuses et ethniques, habilement instrumentalisées, menacent l'unité même du pays. Beaucoup à l'intérieur comme à l'extérieur y voient une opportunité. Diviser pour mieux s'approprier les richesses, quitte à déchirer le tissu national. Les graines de la fragmentation sont semées depuis longtemps et ceux qui tiennent les rênes savent très bien où tout cela peut mener.
Mais tant que leur pouvoir immédiat n'est pas menacé, pourquoi changeraient-ils de cap? La stabilité à long terme, la prospérité partagée ou la cohésion nationale passent au second plan, loin derrière l'urgence de garder le contrôle, coûte que coûte. La multiplication des accords militaires, des bases étrangères, des partenariats stratégiques n'est qu'un symptôme d'un mal plus profond. L'incapacité, ou le manque de volonté, des élites à défendre une vision authentiquement souveraine. Pendant ce temps, les populations subissent, s'adaptent ou fuient. Mais à force d'inaction, c'est l'avenir même de toute une région qui se joue, son économie, sa stabilité, son unité, tout ce qui fait la force d'un peuple. Alors, que faire? D'abord, refuser l'indifférence. Refuser de croire que tout est perdu ou que la situation est trop complexe pour être comprise ou remise en question. S'informer, débattre, dénoncer les compromissions, exiger des comptes à ceux qui prétendent parler au nom du peuple, voilà déjà un début d'action. Ce n'est pas la solution miracle, mais c'est la première étape pour éviter que d'autres, loin de nos réalités, ne décident seuls du sort de millions de personnes. Les cartes sont entre vos mains, certes, mais elles ne le resteront pas indéfiniment. Choisir l'inaction, c'est accepter que d'autres écrivent notre histoire à notre place. Ce qui se joue ici dépasse largement les frontières africaines. C'est une question de dignité, d'avenir et de responsabilité. La balle est dans votre camp. À vous de jouer.